À l'été 1863, alors que la bataille de Gettysburg faisait rage à 300 km au nord, quelque chose de bien plus sinistre se déroulait dans les collines ondoyantes du centre du Tennessee. Des enquêteurs fédéraux découvriraient plus tard que 73 personnes avaient disparu sans laisser de traces depuis une seule plantation de coton en l'espace de seulement 18 mois. Il ne s'agissait ni d'esclaves en fuite, ni de soldats déserteurs, ni de victimes de raids confédérés, mais de travailleurs libres, d'ouvriers journaliers et même de familles voisines qui avaient simplement posé trop de questions sur la prospérité inexplicable de la famille Chamberlain durant la guerre la plus sanglante de l'histoire américaine. Les archives officielles furent scellées par ordre militaire et enfouies dans les archives de Washington, où elles ne reverraient pas la lumière du jour avant plus d'un siècle. Ce qui rend cette affaire véritablement terrifiante, ce n'est pas seulement le nombre de victimes, mais la précision méthodique avec laquelle elles furent éliminées. Leurs effets personnels étaient catalogués comme des marchandises, et leurs corps dissous dans des bains chimiques, ne laissant aucune trace à pleurer pour les familles endeuillées. Ce soir, nous allons révéler ce qui s'est réellement passé derrière les colonnes blanchies de Rosewood Manor, et pourquoi la dynastie cotonnière la plus prospère du Tennessee en temps de guerre a bâti sa fortune sur les fondations de 73 tombes anonymes qui n'étaient jamais censées être dérangées. Avant de poursuivre l'histoire d'Ézéchiel Chamberlain et de son empire maudit, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne, car ce que nous allons révéler remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur le monde prétendument policé de la Société des plantations du Sud. Et dites-nous dans les commentaires de quel État ou de quelle ville vous nous écoutez. Nous adorons entendre notre communauté de passionnés d'histoire sombre. Ce que nous avons découvert dans les archives militaires concernant le véritable modèle économique de la famille Chamberlain vous glacera le sang. Rosewood Manor se dressait tel un monument éclatant de la prospérité sudiste dans le comté de Rutherford, au Tennessee, à seulement 30 km au sud-est de Nashville. Construite en 1834 par le père d'Ézéchiel Chamberlain, la plantation avait survécu à des tempêtes économiques qui avaient détruit des domaines moins solides. Mais en 1863, alors que les plantations voisines luttaient contre les pénuries de main-d'œuvre et les blocus de l'Union, Rosewood produisait plus de coton qu'à ses années antérieures, les plus prospères. Le manoir néo-grec de 3 étages, avec ses 6 imposantes colonnes corinthiennes et ses galeries à double niveau entourant la façade, dominait près de 800 hectares de la terre noire, la plus fertile du centre du Tennessee. La maison elle-même était un chef-d'œuvre de l'architecture d'avant-guerre, cheminées en marbre italien sculptés à la main, lustres en cristal importés de France et lambris en acajou ayant séché pendant 7 ans avant leur installation. Ézéchiel Chamberlain avait hérité de bien plus que de la terre de son père, Josiah. À 42 ans, il possédait l'esprit calculateur d'un homme d'affaires né et la détermination impitoyable qui avait rendu le nom Chamberlain synonyme de réussite dans toute la vallée de la rivière Cumberland. Mesurant près d'1,90 m, avec des yeux gris perçants et des cheveux prématurément argentés, Ézéchiel se comportait avec l'allure de l'aristocratie sudiste. Mais ceux qui le connaissaient bien percevaient quelque chose de plus froid sous cette façade polie. Ses mains, bien que douces en raison d'une vie de privilège, portaient des callosités inhabituelles, non pas dues à un travail honnête, mais à des activités que ses voisins n'auraient jamais imaginées. Contrairement à de nombreux propriétaires de plantations qui avaient fui vers le sud à l'approche des forces de l'Union près de Nashville en février 1862, Ézéchiel était resté, revendiquant une neutralité de façade, tout en négociant secrètement des contrats de coton à la fois avec les intendants confédérés et les agents d'approvisionnement de l'Union. Sa stratégie était brillante par son audace. Il vendait du coton aux confédérés à des prix gonflés par la guerre, puis revendait ce même coton aux forces de l'Union lorsqu'elles interceptaient les trains de ravitaillement sudistes, encaissant ainsi 2 paiements pour une seule marchandise. Mais ce n'était que le début de sa tromperie élaborée. Son épouse Margaret, une femme à la volonté d'acier issue d'une vieille famille de planteurs de tabac de Virginie, gérait les affaires domestiques avec la précision d'un commandant militaire. À 38 ans, elle avait été considérée comme une grande beauté dans sa jeunesse, mais les années avaient durci ses traits en quelque chose qui inspirait davantage la crainte que l'admiration parmi les travailleurs de la plantation. Elle tenait des registres méticuleux de chaque aspect du fonctionnement domestique, de la consommation hebdomadaire de farine et de mélasse au nombre exact de bougies brûlées dans chaque pièce. Ces livres de comptes étaient des œuvres d'art en eux-mêmes, remplis d'entrées précises rédigées dans son écriture soignée et caractéristique. Ce que ces livres ne consignaient pas, en revanche,
C'étaient les conversations qu'elle avait tard dans la nuit avec son mari, planifiant des opérations allant bien au-delà de la gestion du coton et des esclaves. Leurs fils jumeaux, Daniel et Samuel, tous deux âgés de 21 ans, avaient hérité de l'intelligence froide de leurs parents, mais manquèrent de la patience et de la subtilité de la génération précédente. Daniel, l'aîné de 17 minutes, était un jeune homme mince et nerveux, avec les yeux gris de son père et l'habitude de réajuster constamment ses lunettes lorsqu'il préparait quelque chose de désagréable. Il avait étudié la comptabilité et la chimie à l'Université du Tennessee avant que la guerre n'interrompe ses études, des connaissances qui se révéleraient inestimables pour les entreprises secrètes de la famille. Samuel était plus large et plus imposant physiquement que son frère, avec des épaules puissantes et des mains semblant trop grandes pour son corps. Il avait toujours été le plus violent des jumeaux, celui qui appréciait les aspects pratiques des affaires de son père, d'une manière qui troublait parfois même Ézéchiel. Le printemps 1862 avait plongé le Tennessee dans un chaos offrant des opportunités illimitées à ceux qui étaient assez rusés pour en tirer profit. Les troupes fédérales occupaient Nashville. Les forces confédérées contrôlaient une grande partie de la campagne, et la rivière Cumberland était devenue une voie navigable disputée où des fortunes pouvaient se faire ou se perdre avec une seule cargaison. La plupart des plantations avaient perdu leur main-d'œuvre asservie au profit des lignes de l'Union ou des réquisitions confédérées, mais, d'une manière ou d'une autre, Rosewood Manor continuait de fonctionner à pleine capacité. Les voisins murmuraient à propos de l'approvisionnement apparemment inépuisable de travailleurs d'Ézéchiel. Des hommes et des femmes apparaissaient à l'aube dans les champs de coton et disparaissaient à la tombée de la nuit dans les quartiers, leurs visages dissimulés sous de larges chapeaux et des foulards rendant toute identification individuelle presque impossible. La vérité était plus complexe et bien plus sinistre que ce que quiconque aurait pu imaginer. À la suite de la proclamation d'émancipation préliminaire du président Lincoln en septembre 1862, Ézéchiel prit une décision calculée qui scellerait le destin de sa famille et celui de dizaines de personnes innocentes ne cherchant rien d'autre qu'un travail honnête en des temps désespérés. Plutôt que de perdre sa main-d'œuvre asservie, il commença à offrir des salaires aussi bien aux esclaves affranchis qu'aux travailleurs blancs désespérés par l'économie ravagée par la guerre. L'offre était généreuse selon les standards de l'époque, 2 $ par jour, avec le logement et la nourriture, soit plus que ce que gagnaient la plupart des ouvriers d'usine à Nashville ou à Memphis. Mais il y avait une condition, qui n'était mentionnée qu'après la signature des contrats. Les travailleurs acceptèrent de rester sur la plantation pendant un minimum de 2 ans, leurs salaires étant conservés en fiducie jusqu'à l'achèvement de leur service. Ce qui semblait être un arrangement raisonnable pour garantir une main-d'œuvre stable en temps de guerre se révéla bientôt être quelque chose de bien plus sinistre que ce que même l'observateur le plus méfiant aurait pu imaginer. Le premier signe que quelque chose n'allait pas survint en novembre 1862, lorsque Martha Henley, une veuve de Murfreesboro, se présenta au tribunal de la ville pour demander des nouvelles de son frère Thomas, un ancien forgeron qui avait perdu son atelier à cause des réquisitions de l'Union. Thomas avait accepté un emploi à Rosewood Manor 6 semaines plus tôt, promettant d'écrire dès qu'il recevrait son premier mois de salaire. Martha n'avait reçu aucune lettre, et lorsqu'elle s'était rendue à la plantation pour se renseigner, Daniel Chamberlain lui avait affirmé que Thomas avait violé son contrat en buvant et avait été renvoyé sans salaire la semaine précédente. Mais Thomas n'avait pas touché à l'alcool depuis 7 ans, déclara Martha au shérif Coleman Briggs, les mains tremblantes, tandis qu'elle serrait une daguerréotype fanée de son frère. La photographie montrait un homme robuste aux yeux bienveillants et aux mains calleuses d'artisan. Pas depuis que notre père est mort à cause de la boisson. Thomas a juré sur la tombe de papa qu'il ne boirait plus jamais. Et je le crois aussi sûrement que l'Évangile. C'était l'homme le plus fiable que j'ai jamais connu. Il n'a jamais manqué un seul jour de travail de toute sa vie. Il n'a jamais rompu une promesse. Le shérif Briggs, un homme mince aux cheveux prématurément gris, qui connaissait la famille Chamberlain depuis 20 ans, assura Martha qu'il enquêterait. Mais quelque chose dans son récit le troublait. Thomas Henley était bien connu à Murfreesboro comme un forgeron compétent et un homme de parole. L'idée qu'il se soit soudain mis à boire et ait abandonné ses responsabilités semblait totalement contraire à sa nature. Pourtant, en temps de guerre, les gens pouvaient changer, et le stress d'avoir perdu son gagne-pain aurait pu le pousser à replonger, malgré ses meilleures intentions. Lorsque Briggs se rendit à Rosewood Manor cet après-midi-là,
il trouva Ezekiel Chamberlain qui l'attendait sur les marches du manoir, vêtu de son plus beau costume noir et tenant un registre relié de cuir. Le timing du propriétaire semblait étrangement commode, presque comme s'il avait anticipé cette visite précise. « J'anticipais votre arrivée, shérif », dit Ezekiel, sa voix portant l'accent cultivé de l'aristocratie virginienne malgré 3 décennies passées au Tennessee. Malheureusement, Thomas Henley s'est révélé peu fiable. Nous l'avons surpris en train de voler des outils de l'atelier de forge et avons trouvé une bouteille de whisky cachée dans ses quartiers. J'ai la documentation de l'incident, signée par 3 témoins. Le shérif examina les documents. Tout semblait en règle. Les signatures appartenaient à Samuel Chamberlain, le contremaître en chef de la plantation, à Josiah Creek et à un ouvrier des champs nommé Moses Washington, qui affirmait avoir vu Thomas boire derrière l'égreneuse à coton la nuit en question. L'écriture était cohérente, les dates exactes et les accusations suffisamment détaillées pour paraître crédibles. Mais quelque chose troublait le shérif Briggs dans cette rencontre, sans qu'il puisse immédiatement mettre le doigt dessus. L'attitude d'Ézéchiel était trop préparée, trop répétée, comme s'il avait anticipé précisément cette conversation et passé beaucoup de temps à planifier ses réponses. Ses yeux gris ne quittaient jamais le visage du shérif. Pourtant, il y avait dans son regard quelque chose de calculateur, comme s'il évaluait constamment la manière dont ses paroles étaient reçues. Et il y avait autre chose encore, une odeur persistante autour des bâtiments annexes de la plantation, quelque chose de chimique et de piquant, déplacé parmi les effluves habituels d'une exploitation agricole. Cela rappela à Briggs l'odeur qui flottait autour de la tannerie de la ville, mais en plus intense et d'une manière étrangement plus désagréable. « J'espère que vous comprenez, shérif, que je ne peux tolérer ni le vol, ni l'ivrognerie, » poursuivit Ézéchiel, en refermant son registre d'un claquement sec. « La discipline est essentielle pour maintenir l'ordre, surtout en ces temps troublés. Thomas Henley a reçu toutes les occasions de se corriger, mais il a choisi de gaspiller cette chance. » Briggs acquiesça et glissa les papiers dans la poche de son manteau. Mais tandis qu'il s'éloignait à cheval de Rosewood Manor, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose, dans l'histoire d'Ézéchiel, était fondamentalement faux. Les documents étaient trop parfaits, trop opportuns, et les témoins trop facilement disponibles. En 15 années de carrière, il avait appris à faire confiance à son instinct. Et chacun de ses instincts hurlait que la famille Chamberlain cachait quelque chose. 3 jours plus tard, le corps de Martha Henley fut retrouvé flottant dans la rivière Stones, apparemment victime d'un tragique accident alors qu'elle cherchait son frère disparu. Son cheval fut découvert en train de brouter paisiblement sur la rive et aucun signe de violence n'était visible sur son corps. Le coroner conclut à une noyade accidentelle, notant que les pluies récentes avaient rendu la rivière inhabituellement rapide et dangereuse. Mais le shérif Briggs remarqua que le réticule de Martha avait disparu, tout comme le daguerréotype de son frère qu'elle portait partout depuis sa disparition. L'hiver 1862-1863 passa dans un calme trompeur à Rosewood Manor. Dans les communautés environnantes, en revanche, de plus en plus de familles commencèrent à signaler la disparition de proches. James Patterson, un charpentier de Shelbyville, avait accepté un emploi à la plantation en décembre et n'avait plus donné signe de vie depuis. Sa femme, Sarah, avait reçu une seule lettre en janvier, écrite de la main soigneuse de son mari, promettant qu'il allait bien et qu'il rentrerait dès la fin de son contrat. Aucune autre lettre n'arriva. Lorsque Sarah entreprit le difficile voyage jusqu'à Rosewood Manor en mars, on lui dit que James avait abandonné son poste sans prévenir, laissant derrière lui ses outils et ses effets personnels. Helena Walsh, une jeune Irlandaise fuyant la pauvreté de Nashville, avait été embauchée comme couturière en janvier et avait totalement disparu. Sa logeuse rapporta qu'Helena avait quitté la pension avec un seul sac de voyage, enthousiaste à l'idée de son nouveau poste dans ce qu'elle décrivait comme une grande plantation où l'on traitait les travailleurs comme une famille. La logeuse s'attendait à ce qu'Helena revienne chercher le reste de ses affaires sous quelques semaines, mais les mois passèrent sans la moindre nouvelle. Plus troublante encore, la famille Freeman, Isaac, sa femme Ruth et leurs 2 fils adolescents, Jacob et Benjamin, avaient été vus en route vers Rosewood Manor en février, attirés par la promesse de salaire généreux pour les compétences d'Isaac comme mécanicien d'égreneuse à coton. Toute la famille avait été embauchée ensemble, Ruth comme cuisinière, les garçons comme ouvriers polyvalents. Ils avaient vendu leur petite ferme près de Franklin, chargé leurs biens dans une seule charrette
et étaient départis vers ce qu'ils croyaient être une nouvelle vie prospère. On ne les revit jamais. À chaque fois que le shérif Briggs enquêtait sur ces disparitions, il retrouvait le même schéma. Ezekiel Chamberlain produisait des preuves soigneusement documentées de violations de contrats, de vols, d'ivrognerie, de violences ou simplement d'abandon de poste. Les dossiers étaient toujours impeccables, les témoins toujours crédibles, et il n'existait jamais la moindre trace des travailleurs disparus. C'était comme s'ils s'étaient volatilisés, ne laissant derrière eux que des récits méticuleusement fabriqués de fautes et de trahisons. Mais Josiah Creek, le contremaître principal de Rosewood Manor, commençait à nourrir de sérieux doutes à l'égard de ses employeurs. Homme massif aux bras semblables à des troncs d'arbres, le visage buriné par 40 années de travail en plein air, Creek travaillait pour la famille Chamberlain depuis que le père d'Ézéchiel avait acheté la plantation en 1834. Il avait été témoin des cruautés du système esclavagiste et avait lui-même participé à son lot de châtiments brutaux. Mais ce qui se passait à Rosewood Manor en 1863 était différent. C'était systématique, calculé et totalement dépourvu de conscience morale, d'une manière qui troublait même un homme ayant passé sa vie à faire respecter la discipline impitoyable de la société des plantations. Creek remarqua les premières incohérences au début du mois de mars, lorsqu'il réalisa que les réserves de nourriture de la plantation duraient bien plus longtemps qu'elles n'auraient dû, compte tenu du nombre supposé de travailleurs. Selon les registres officiels tenus par Daniel Chamberlain, 67 personnes étaient employées à Rosewood Manor, sans compter la famille et le personnel domestique. Mais lorsque Creek commença à tenir son propre décompte précis des hommes et des femmes travaillant dans les champs, il ne parvenait à en identifier que 39. Où étaient passés les 28 autres? La réponse lui parvint progressivement, à travers une série d'observations qui lui glacèrent le sang. Tard dans la nuit, généralement vers 2 ou 3 heures du matin, il voyait Daniel et Samuel Chamberlain traverser les quartiers des travailleurs avec des lanternes, toujours accompagnés de 2 hommes silencieux que Creek ne reconnaissait pas, des silhouettes pâles et décharnées, apparaissant et disparaissant comme des fantômes. Ces étrangers portèrent des vêtements d'ouvriers, mais leurs mains étaient douces, et leurs mouvements trahissaient une éducation et un raffinement incompatibles avec le travail physique. Le plus inquiétant de tout étaient les sacoches de cuir qu'ils transportaient, semblant contenir des instruments médicaux ou chirurgicaux. Ces visites nocturnes coïncidaient toujours avec la disparition de travailleurs au moment de l'appel du matin. Creek se rendait dans leur cabane pour enquêter, ne trouvant que des lieux vides, soigneusement nettoyés, sans le moindre signe d'occupation. Effets personnels, outils, vêtements supplémentaires, tout avait disparu, comme si ces travailleurs n'avaient jamais existé. Par une nuit lourde et humide d'avril 1863, les soupçons croissants de Creek le poussèrent finalement à suivre les frères Chamberlain lors de leur ronde nocturne. Restant dans l'ombre entre les bâtiments de bois, il observa Daniel et Samuel entrer dans la cabane d'un ouvrier agricole, nommé Benjamin Carver, un homme noir libre originaire de Memphis, qui avait posé trop de questions sur les collègues disparus. Carver n'était employé à Rosewood Manor que depuis 3 semaines, mais il avait déjà commencé à remarquer les mêmes incohérences que Creek. Il interrogeait les autres travailleurs sur des amis qui s'étaient simplement volatilisés, s'étonnant à voix haute de voir la population de la plantation fluctuer aussi fortement d'une semaine à l'autre. 20 minutes plus tard, les 2 frères ressortirent de la cabane, portant entre eux ce qui semblait être un lourd sac de toile. Même sous la faible lumière de la lune, Creek distinguait des taches sombres sur le tissu, et la manière dont le sac se déformait suggérait qu'il contenait quelque chose de bien plus substantiel que des vêtements ou des effets personnels. Samuel respirait lourdement sous l'effort, tandis que Daniel jetait des regards nerveux par-dessus son épaule, tandis qu'ils traversèrent le domaine. Creek les suivit à distance, jusqu'à l'ancien cimetière familial, situé sur une colline surplombant l'égreneuse à coton. Le cimetière était entouré d'une clôture en fer forgé et contenait les tombes de 3 générations de Chamberlain, leurs pierres tombales sculptées dans un marbre coûteux importé de Géorgie. Mais au lieu de s'arrêter au lieu de sépulture officielle, les frères continuèrent dans les bois au-delà, où Creek aperçut le vacillement de torches derrière un chêne massif. Il observa, horrifié, Daniel et Samuel rejoindre leur père, Ézéchiel, ainsi que les 2 étrangers pâles qu'il avait déjà vus lors de précédentes excursions nocturnes. Avec une efficacité rodée, le groupe abaissa le sac de toile dans ce qui était manifestement une tombe déjà creusée, mais il ne s'agissait pas d'un enterrement ordinaire. Sous les yeux de Creek,
L'un des hommes pâles sortit une grande bouteille de verre remplie d'un liquide clair et la versa sur le contenu de la fosse. L'odeur chimique qui avait troublé le shérif Briggs lors de son enquête emplit l'air, l'odeur âcre et mordante de la chaux vive. Ezekiel Chamberlain se tenait au bord de la tombe et parla d'une voix si basse que Creek peinait à distinguer les mots « 73 âmes pour bâtir un empire. Chacune est une brique dans les fondations de notre dynastie. Ce que nous faisons ici ce soir garantit que notre famille prospérera longtemps après que cette guerre aura été oubliée. » Lorsque la tombe fut rebouchée et soigneusement dissimulée sous des feuilles mortes et de la végétation transplantée, le groupe se dispersa. Ézéchiel repartit vers la maison principale, tandis que ses fils et les deux étrangers se dirigèrent vers une grande grange que Creek avait toujours supposée destinée au stockage du matériel. La curiosité de Creek, désormais surpassée par l'horrible certitude de ce dont il venait d'être témoin, le poussa à s'approcher de la grange et à regarder à travers une fente du bardage en bois. Ce qu'il vit à l'intérieur le hantrait pour le reste de sa vie et le convainquit qu'il travaillait pour des monstres ayant abandonné toute prétention à la décence humaine. La grange avait été transformée en quelque chose qui ressemblait à une usine macabre, conçue pour le traitement systématique de restes humains. Le long d'un mur se dressait une série de grandes cuves en bois remplies de la même solution de chaux vive que Creek avait vu être versée dans la tombe. Ce produit chimique servait à accélérer la décomposition, détruisant la matière organique et ne laissant aucune trace des victimes, à l'exception des objets de valeur pouvant être récupérés et revendus. Les cuves étaient équipées de palettes en bois pour le brassage et de grilles métalliques permettant de filtrer les éléments qui ne se dissolvaient pas. Les effets personnels, bijoux, outils et même vêtements étaient triés en piles soignées sur de longues tables en bois. Creek reconnut des objets familiers parmi ces biens méthodiquement organisés. La ceinture à outils en cuir caractéristique de Thomas Henley, le médaillon en argent d'Helena Walsh, et ce qui semblait être les alliances de la famille Freeman, alignées dans une petite boîte en bois. Dans un coin, un petit four brillait d'une lueur rougeoyante. Il servait à fondre les objets en or et en argent pour en faire des lingots anonymes, facilement revendables sans éveiller de soupçons sur leur provenance. Mais la découverte la plus glaçante était une série de registres ouverts sur un bureau près de l'entrée de la grange. Dans l'écriture méticuleuse de Daniel Chamberlain, Creek vit des entrées qui ne concernaient ni la production de coton, ni la vente de bétail, mais des vies humaines réduites à de simples marges de profit. Chaque fiche indiquait le nom de la victime, la date d'arrivée, la date de mort, et un inventaire détaillé de ses biens, accompagné d'une estimation de leur valeur. Thomas Henley, 15 novembre 1862. Outils et montres en argent, 47 $. James Patterson, 22 décembre 1862. Outils de charpentier et bagues en or, 89 $. Helena Walsh, 18 janvier 1863. Fourniture de couture et médaillons en argent, 23 $. Famille Freeman, 8 février 1863. Charrette, outils, biens ménagers, effets personnels, 156 $. Les entrées se poursuivaient sur des pages entières, chacune représentant une personne venue à Rosewood Manor dans l'espoir d'un travail honnête et ayant trouvé la mort à la place. La valeur totale des biens récupérés sur 73 victimes dépassait 4 000 $, une somme largement suffisante pour expliquer la prospérité continue de la famille Chamberlain pendant les années de guerre, alors que la plupart des plantations luttaient pour survivre. Mais Creek comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent. Les Chamberlain n'étaient pas des gens acculés par les difficultés de la guerre. C'étaient des tueurs méthodiques ayant mis au point un système efficace pour faire disparaître des personnes gênantes tout en profitant de leur mort. La plantation n'était pas une exploitation agricole. C'était un piège, conçu pour attirer des victimes avec de fausses promesses d'emploi et de sécurité. En continuant d'examiner l'horreur contenue dans la grange, Creek saisit l'ampleur réelle de l'opération familiale. Ce n'était pas une dérive récente provoquée par la guerre. Les plus anciennes entrées du registre de Daniel remontaient à 1861, suggérant que les meurtres avaient lieu depuis près de 2 ans. La famille avait perfectionné son système par essais et erreurs, corrigeant les fautes initiales pour créer une méthode presque infaillible d'élimination des témoins et de destruction des preuves. Les 2 étrangers pâles étaient identifiés dans le registre comme le docteur Cornelius Pulk et son frère Edgar, anciens officiers médicaux confédérés ayant déserté après la bataille de Shiloh. Cornelius avait exercé comme médecin dans le Kentucky avant la guerre,
tandis qu'Edgar avait étudié la chimie à l'université de Transylvania. Leur connaissance médicale et leur maîtrise des procédés chimiques en faisèrent des partenaires indispensables de l'entreprise macabre des Chamberlain. Ils étaient chargés des mises à mort, administrant des doses soigneusement mesurées de chloroforme ou de morphine, ne laissant aucun signe évident de violence sur les corps. Crick découvrit que les méthodes de recrutement des Chamberlain étaient de bien plus sophistiquées qu'il ne l'avait imaginé. Il publiait des annonces dans les journaux du Tennessee et du Kentucky, promettant des salaires généreux et des conditions de travail idéales. Il ciblait délibérément des personnes isolées ou désespérées, veuves, immigrants récents, esclaves affranchis sans attache familiale et travailleurs qualifiés ayant perdu leurs moyens de subsistance à cause de la guerre. Les victimes n'étaient pas choisies uniquement pour leurs biens, mais pour leur vulnérabilité, des personnes dont la disparition ne serait pas remarquée immédiatement. La famille avait également noué des relations avec des propriétaires de pensions peu scrupuleux et des recruteurs de main-d'œuvre qui recommandaient Rosewood Manor à des victimes potentielles en échange d'une petite commission. Ces complices fournissaient des informations détaillées sur les cibles avant même leur arrivée à la plantation. À mesure que Crick prenait conscience de l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir, il réalisa qu'il se trouvait face à la plus grande opération de meurtre de masse méthodique et froidement calculée de l'histoire américaine. Les Chamberlain ne tuaient pas seulement pour l'argent. Ils dirigeaient ce qui s'apparentait à un abattoir humain, attirant des travailleurs désespérés par de fausses promesses, puis les éliminant une fois leurs biens inventoriés et catalogués. Mais alors qu'ils reculaient hors de la grange, la botte de Crick accrocha une planche mal fixée, provoquant un craquement sec qui résonna dans la nuit. À l'intérieur, les voix se turent. Crick entendit des pas s'approcher de la porte et comprit, avec une terreur grandissante, qu'il avait été découvert. « Qui est là ?» La voix de Daniel Chamberlain fendit l'obscurité comme une lame. « Samuel, vérifie le périmètre. Prends les chiens et assure-toi que qui que ce soit ne s'échappe pas. » Crick s'enfuit, traversant les fourrés tandis que les aboiements de chiens de chasse emplissaient la nuit derrière lui. Il entendait Samuel Chamberlain crier des ordres, exhortant les chiens à suivre l'odeur de l'intrus, qui avait découvert le terrible secret de la famille. Le seul avantage de Crick résidait dans sa connaissance intime de la plantation, acquise au cours de près de 30 années de travail sur ces terres. Il connaissait chaque sentier, chaque clôture, chaque cache possible, offrant un refuge temporaire. Mais il savait aussi que les Chamberlain ne cesseraient pas de le traquer, tant qu'ils ne l'auraient pas trouvé. Et lorsqu'ils y parviendraient, il deviendrait la victime numéro 74 dans le registre méticuleux de Daniel. La fuite désespérée de Crick à travers les bois fut brutalement interrompue lorsqu'il trébucha sur un tronc d'arbre tombé et chuta dans un ravin peu profond. Sa jambe gauche se tordit sous lui avec un craquement audible qui résonna dans la nuit. Allongé au fond du lit du ruisseau, haletant de douleur, il entendait les aboiements des chiens se rapprocher. Les molosses des Chamberlain avèrent sa piste. Ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'il ne le retrouve. Pire encore, il distinguait des voix humaines. Le baryton reconnaissable de Samuel Chamberlain donnait des ordres, accompagnés des réponses plus aiguës des frères Pulk, coordonnant les recherches. « Il n'a pas pu aller bien loin », disait Samuel. « Les chiens ont sa trace, et il n'a nulle part où se cacher. Quand on le trouvera, on fera en sorte que ça ressemble à un accident. Peut-être une chute de cheval en inspectant les clôtures. Et s'il a déjà parlé à quelqu'un ?» demanda Edgar Pulk, sa voix trahissant une nervosité croissante. « Alors il faudra étendre notre opération de nettoyage », répondit Ézéchiel Chamberlain d'un ton posé en arrivant sur les lieux. « Mais je doute que Crick ait eu le temps de prévenir qui que ce soit. C'est un homme simple, solitaire. Même s'il disparaît, cela ne provoquera pas d'enquête susceptible de menacer notre entreprise. » Crick s'enfonça davantage dans la boue du ravin, tentant d'ignorer la douleur atroce de sa jambe brisée, tandis qu'il écoutait ses hommes planifier son meurtre avec la même efficacité détachée que celle employée pour éliminer 73 autres innocents. Il comprit alors qu'il avait mis au jour quelque chose de bien pire que la cupidité ou l'opportunisme de guerre. La famille Chamberlain avait créé une machine de mort systématique, traitant la vie humaine comme une ressource renouvelable à exploiter et à transformer. Mais le destin intervint sous la forme du caporal William Hayes, éclaireur de cavalerie de l'Union, qui observait Rosewood Manor depuis 3 jours, dans le cadre d'une mission de reconnaissance ordonnée par le major général William Rose. Hayes devait documenter les opérations d'approvisionnement confédérées dans la région
et le niveau d'activité inhabituel autour de la plantation Chamberlain avait attiré son attention. Il avait remarqué les arrivées fréquentes de nouveaux travailleurs, les déplacements nocturnes entre les bâtiments et les étranges odeurs chimiques émanant des dépendances. Lorsque Hayes entendit l'agitation dans les bois, les chiens, les cris, l'ampleur évidente de la battue, il pensa d'abord assister à la capture d'un esclave en fuite ou peut-être d'un déserteur confédéré. Ses ordres étaient d'observer et de rendre compte, non d'intervenir dans les affaires locales. Mais l'urgence et la violence de la scène le convainquirent d'enquêter. Hayes trouva Creek au fond du ravin, la jambe visiblement brisée, les vêtements déchirés par sa fuite désespérée à travers les fourrés. Dans un premier temps, le soldat pensa avoir affaire à un esclave fugitif surpris en train de voler ou de tenter de s'échapper. Mais l'urgence désespérée de Creek et sa connaissance détaillée des activités de la plantation convainquirent rapidement Hayes que quelque chose de bien plus grave se déroulait. « Ils tuent les gens pour leur bien », haleta Creek, en agrippant la veste d'uniforme de Hayes, les mains tremblantes de douleur et de terreur. 73 personnes mortes et enterrées dans des tombes anonymes disséminées dans ces bois. Il faut les arrêter avant qu'ils ne tuent encore des innocents. Ils ont toute une organisation, des produits chimiques pour dissoudre les corps, des registres pour noter ce qu'ils volent. Tout est organisé comme une entreprise ordinaire. Hayes aida Creek à monter sur son cheval, et ensemble ils se dirigèrent vers Nashville. Malgré la douleur intense de sa jambe brisée, Creek fournit des indications précises aux autorités fédérales, tout en luttant pour rester conscient. Au départ, les officiers de l'Union rejetèrent son récit, le prenant pour les divagations d'un contremaître aigri ou peut-être d'un sympathisant confédéré cherchant à discréditer un propriétaire loyal. Mais la connaissance précise qu'avait Creek de la disposition de la plantation, ses descriptions détaillées du contenu de la grange et sa capacité à indiquer l'emplacement exact de dizaines de tombes anonymes, finirent par convaincre le major général Rose d'autoriser une enquête militaire complète. Le général avait entendu des rumeurs concernant des activités irrégulières dans plusieurs plantations du Tennessee, mais rien d'une ampleur comparable à ce que décrivait Creek. Si seulement la moitié de ces affirmations étaient vraies, alors la famille Chamberlain exploitait ce qui s'apparentait à un camp de concentration privé, conçu pour assassiner et dépouiller systématiquement des civils innocents en temps de guerre. Une telle opération constituerait des crimes de guerre du plus haut niveau, quel que soit le camp que les responsables prétendaient soutenir. Le 15 mai 1863, une compagnie entière d'infanterie de l'Union encercla Rosewood Manor, tandis que Creek, malgré sa jambe brisée, guida une équipe d'enquêteurs jusqu'à la grange transformée. Ce qu'ils découvrirent dépassa même ses descriptions les plus horrifiées et bouleversa des enquêteurs militaires pourtant aguerris aux pires atrocités que les êtres humains puissent s'infliger. La grange renfermait les preuves d'une opération si systématique et froidement efficace qu'elle redéfinissait la compréhension même du meurtre organisé. Outre les cuves de chaux vives et les biens triés que Creek avait décrits, les soldats découvrirent des cartes détaillées indiquant l'emplacement de 73 tombes disséminées dans les zones boisées entourant la plantation. Chaque tombe était marquée par un simple piquet de bois portant un numéro correspondant aux entrées des registres de Daniel Chamberlain. Ces registres ne contenaient pas seulement des inventaires de biens volés, mais aussi des notes détaillées sur les victimes, leurs compétences, leur situation familiale et même leurs caractéristiques physiques. Les enquêteurs trouvèrent également des preuves montrant que les Chamberlain avaient expérimenté différentes méthodes pour tuer leurs victimes, cherchant manifestement l'approche la plus efficace et laissant le moins de traces possible. Les premières entrées évoquaient des empoisonnements grossiers et des accidents mis en scène. Les registres ultérieurs révélaient une sophistication croissante, tant dans les meurtres que dans l'élimination des preuves. Les frères Pulk avaient apporté une expertise médicale permettant de tuer rapidement et discrètement à l'aide de drogues imitant la mort naturelle ou accidentelle. Plus glaçant encore, les enquêteurs découvrirent un plan d'affaires détaillé, rédigé de la main même d'Ézéchiel Chamberlain, exposant sa vision d'une expansion de l'opération après la fin de la guerre. Il avait calculé que les déplacements massifs de population durant la reconstruction créeraient des conditions idéales pour des meurtres systématiques à une échelle encore plus vaste. Esclaves affranchis en quête de travail, blancs déplacés tentant de reconstruire leur vie, immigrants arrivant d'Europe, tous constitueraient un flux constant de victimes vulnérables pouvant être éliminées sans provoquer d'enquête majeure. Mais lorsque les soldats tentèrent d'arrêter la famille,
Ils trouvèrent Rosewood Manor abandonné. Les Chamberlain avaient fui pendant la nuit, apparemment avertis par des complices en ville, ayant observé les préparatifs militaires. Ils n'avaient emporté que ce qu'ils pouvaient transporter à cheval, abandonnant une fortune en coton, bétail et machines. Plus important encore, ils avaient laissé derrière eux des preuves de leurs crimes qui choquèrent même des enquêteurs militaires endurcis par la brutalité de la guerre civile. Les deux étrangers pâles ayant aidé les Chamberlain furent identifiés comme le docteur Cornelius Pulk et son frère Edgar, anciens officiers médicaux confédérés ayant déserté après la bataille de Shiloh, en avril 1862. Les archives militaires indiquaient qu'ils avaient été déclarés disparus au combat. Le témoignage de Creek révéla cependant qu'ils avaient été recrutés par les Chamberlain pour fournir l'expertise médicale nécessaire à leur entreprise meurtrière. Leurs corps furent retrouvés 3 jours après le raid, flottant dans la rivière Cumberland, la gorge tranchée. Ils avaient manifestement été réduits au silence par leurs anciens employeurs afin d'éliminer des témoins potentiels. L'exhumation des 73 tombes prit près de 3 semaines et nécessita l'intervention d'ingénieurs empruntés au chemin de fer de Nashville et Chattanooga. La chaux vive avait fait son œuvre. Dans la plupart des cas, il ne restait que des fragments d'os et de vêtements pour attester de l'existence des victimes. Mais ces fragments suffisaient à confirmer le témoignage de Creek et à apporter un certain apaisement aux familles qui avaient passé des mois à s'interroger sur le sort de leurs proches disparus. L'enquête révéla que l'opération des Chamberlain était bien plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé. Ils avaient des complices à Nashville, Memphis, Louisville et même jusqu'à Saint-Louis, des propriétaires de pensions, des recruteurs de main-d'œuvre et des éditeurs de journaux qui aidaient à identifier et à recruter des victimes potentielles. Le réseau avait fonctionné pendant près de 2 ans et généré des profits permettant à la famille de vivre dans le luxe, tandis que la plupart de leurs voisins luttaient contre les pénuries liées à la guerre. Les autorités fédérales lancèrent une vaste chasse à l'homme contre la famille Chamberlain, offrant des récompenses substantielles pour toute information menant à leur capture. Des avis de recherche portant leurs photographies furent diffusés dans tout le Sud et jusqu'au Canada. Mais la famille semblait s'être volatilisée aussi complètement que ses victimes. Certains rapports les situaient au Mexique. D'autres affirmaient qu'ils avaient fui en Amérique du Sud. Quelques témoins jurèrent avoir vu Ézéchiel Chamberlain embarqué à Mobile sur un navire à destination de l'Europe, muni de faux passeports britanniques. La vérité sur leur sort final ne fut jamais établie. Des rumeurs persistèrent pendant des décennies, mais aucune ne fut confirmée. Certains historiens estiment qu'ils sont morts durant leur fuite, peut-être tués par des forces confédérées, les considérant comme des traîtres, ou par des troupes de l'Union ayant reçu l'ordre de les abattre à vue. D'autres pensent qu'ils réussirent à s'exiler à l'étranger et à vivre sous de fausses identités, utilisant leur fortune volée pour recommencer une nouvelle vie dans l'anonymat. Rosewood Manor fut saisi par les autorités fédérales et transformé en hôpital militaire pour les blessés de l'Union. L'ironie n'échappa à personne. Une demeure bâtie sur les profits du meurtre systématique devint un lieu de soins et de guérison. Les champs de coton de la plantation furent divisés entre des esclaves affranchis et des réfugiés blancs ayant perdu leur foyer à cause de la guerre, créant une communauté de petits agriculteurs unis pour surmonter l'héritage d'horreur qui souillait ces terres. Le manoir lui-même, avec ses colonnes blanches étincelantes et ses galeries élégantes, resta inoccupé pendant près de 20 ans après la guerre. Les habitants évitèrent la propriété, affirmant qu'elle était hantée par les esprits des victimes assassinées. Plusieurs tentatives de restauration échouèrent lorsque des ouvriers rapportèrent des bruits étranges, des accidents inexpliqués et un sentiment de terreur écrasant rendant tout travail impossible. Finalement, en 1884, la propriété fut achetée par la Louisville and Nashville Railroad, et le manoir fut démoli pour faire place à un triage ferroviaire. Aujourd'hui, il ne reste rien de la dynastie Chamberlain, si ce n'est une petite borne historique érigée par l'État du Tennessee en 1963, exactement 100 ans après la découverte des 73 tombes. Le marqueur, situé sur ce qui est désormais une rue commerciale très fréquentée de Murfreesboro, porte simplement ces mots: « À la mémoire des victimes de Rosewood Manor ». Leurs noms sont connus de Dieu. La plupart des passants ignorent l'horreur que commémore cette plaque, mais les historiens locaux continuent de raconter l'histoire de cette fortune du coton bâtie sur des tombes anonymes. Josiah Creek, le contremaître dont le courage révéla les crimes des Chamberlain, survécut à la guerre et consacra le reste de sa vie
a travaillé avec les autorités fédérales afin de retrouver les familles des victimes et de les aider à comprendre ce qui était arrivé à leurs proches disparus. La jambe brisée qu'il s'était infligée lors de sa fuite désespérée dans les bois du Tennessee ne guérit jamais correctement, et il boita fortement jusqu'à la fin de ses jours. Rappel permanent de la nuit où il découvrit que la quête de richesse pouvait transformer des êtres humains en monstres bien plus terrifiants que toute créature de légende. Le témoignage de Creek devant le tribunal militaire ultérieur fut déterminant pour établir des précédents juridiques dans la poursuite des crimes de guerre. Bien que la famille Chamberlain n'ait jamais été traduite en justice, il passa d'innombrables heures avec les enquêteurs militaires, les aidant à comprendre l'ampleur complète de l'opération meurtrière et à identifier les complices à travers la région. Nombre de ces complices furent finalement arrêtés et jugés, même si la plupart reçurent des peines relativement légères en échange de leur coopération. Le poids psychologique de ce qu'il avait vu et auquel il avait participé, même indirectement, le hanta jusqu'à la fin de sa vie. Il ne se maria jamais, n'eut jamais d'enfant et parlait rarement de ses expériences, sauf lorsqu'il était contraint de témoigner dans des procédures judiciaires. Ses voisins le décrivaient comme un homme portant un fardeau invisible, quelqu'un qui avait trop vu la noirceur humaine pour pouvoir encore croire pleinement en la bonté de l'homme. En 1889, 26 ans après la découverte des tombes, Creek fut retrouvé mort dans sa petite cabane près de l'emplacement de l'ancien Rosewood Manor. Il avait laissé un dernier testament écrit, scellé et adressé à la Société historique de l'État du Tennessee, avec instruction de ne l'ouvrir qu'après sa mort. Le document, rédigé de son écriture soignée, apportait des détails supplémentaires sur l'opération des Chamberlain qu'il n'avait jamais révélée lors de son témoignage officiel. Selon cette déclaration finale, les 73 victimes connues ne représentaient qu'une partie des crimes de la famille Chamberlain. Creek estimait que le nombre réel de personnes assassinées à Rosewood Manor était plus proche de 100, les victimes supplémentaires étant des voyageurs de passage, des esclaves en fuite et d'autres individus dont la disparition ne serait jamais signalée aux autorités. La famille avait été particulièrement prudente dans le choix de ses victimes, ciblant des personnes vivant en marge de la société, des individus dont la mort provoquerait un minimum de perturbation dans le fonctionnement normal de la communauté. Le testament de Creek révélait également qu'il soupçonnait l'existence de ces meurtres depuis des mois avant d'en être témoin de ses propres yeux. Il avait remarqué des anomalies dans la consommation de nourriture, les mystérieuses activités nocturnes et la manière dont certains travailleurs disparaissaient tout simplement sans explication. Mais il avait été trop effrayé par le pouvoir et l'influence de la famille Chamberlain pour agir sur ses soupçons jusqu'à ce que les preuves deviennent accablantes. Plus troublante encore, la déclaration finale de Creek suggérait que les Chamberlain n'étaient peut-être pas un cas isolé. Il affirmait avoir entendu des rumeurs concernant des opérations similaires dans d'autres plantations du Sud, des endroits où le chaos de la guerre offrait une couverture idéale pour le meurtre et le vol systématique. Ces rumeurs ne furent jamais pleinement investiguées, mais elles soulevaient la possibilité glaçante que les crimes de Rosewood Manor faisaient partie d'un schéma beaucoup plus vaste d'exploitation et de violence que les historiens commencent à peine à comprendre. L'affaire Chamberlain demeure l'un des exemples les plus choquants de meurtres systématiques dans l'histoire américaine. Elle rappelle que les pires horreurs ne sont pas toujours commises par des fous ou des fanatiques, mais par des individus calculateurs qui réduisent la vie humaine à de simples lignes dans un registre comptable. Dans le chaos de la guerre civile, alors que les communautés étaient dispersées et les autorités dépassées, les Chamberlain ont créé leur propre royaume privé de terreur, où des personnes désespérées cherchant un travail honnête ne trouvaient que la mort. Ce qui rend leur crime particulièrement odieux n'est pas seulement l'ampleur des tueries, mais l'approche froide et strictement commerciale qu'ils adoptaient face au meurtre. Il ne s'agissait ni de crimes passionnels, ni d'actes de désespoir liés à la guerre, mais de décisions économiques calculées, prises par des individus qui considéraient les autres êtres humains comme de simples sources de profit. La tenue de registres méticuleuses, l'élimination systématique des preuves et la sélection soigneuse de victimes vulnérables témoignent d'un degré de préméditation qui dépasse l'entendement. Les profils psychologiques établis par des criminologues modernes sur les membres de la famille Chamberlain suggèrent qu'ils correspondaient au modèle classique de tueurs en série organisés opérant en groupe. Ézéchiel semble avoir été le cerveau de l'opération, un chef charismatique ayant convaincu sa famille
que leurs crimes étaient justifiés par la nécessité de préserver leur statut social et leur prospérité économique. Margaret agissait comme responsable opérationnelle, gérant la logistique des meurtres avec la même efficacité que les affaires domestiques. Les fils jumeaux, Daniel et Samuel, incarnaient deux facettes distinctes de la personnalité criminelle. Daniel, le comptable méticuleux qui transformait le meurtre en simple exercice de gestion, et Samuel, l'exécuteur qui prenait plaisir aux aspects physiques de leurs crimes. L'implication des frères Pulk ajoute une dimension supplémentaire d'horreur, démontrant comment des connaissances médicales professionnelles peuvent être perverties au service du meurtre systématique. Leur désertion du service médical confédéré et leur alliance avec les Chamberlain illustrent la manière dont le chaos de la guerre pouvait offrir à certains individus l'opportunité de se réinventer de la façon la plus sinistre qui soit. Peut-être le plus inquiétant de tout est la prise de conscience que l'opération des Chamberlain aurait pu se poursuivre indéfiniment sans la découverte accidentelle de leurs crimes par Josiah Creek. La famille avait mis en place un système si efficace pour éliminer les témoins et faire disparaître les preuves qu'elle aurait pu assassiner des centaines de victimes supplémentaires avant d'être finalement démasqués. Le fait qu'ils aient failli échapper totalement à la justice et qu'ils aient peut-être réussi à fuir pour vivre ailleurs dans le confort démontre à quel point il est difficile de tenir des criminels aussi calculateurs responsables de leurs actes. L'héritage des meurtres de Rosewood Manor dépasse largement la tragédie immédiate des 73 victimes connues. Cette affaire a contribué à établir d'importants précédents juridiques pour la poursuite du crime organisé et des crimes de guerre, des notions qui gagneraient en importance au XXe siècle. Le caractère systématique de l'opération Chamberlain et l'utilisation de structures commerciales légitimes pour dissimuler leurs crimes ont fourni un modèle permettant aux forces de l'ordre de mieux comprendre et combattre des entreprises criminelles similaires. Cette histoire rappelle aussi de manière poignante à quel point la détresse économique peut rendre les gens vulnérables à l'exploitation par ceux qui sont dépourvus de toute décence humaine. Les victimes de l'opération Chamberlain n'étaient ni riches ni puissantes. C'étaient des travailleurs ordinaires ayant perdu leurs moyens de subsistance à cause de la guerre, cherchant simplement un emploi honnête pour subvenir aux besoins de leur famille. Leur confiance dans des promesses de salaires généreux et de traitement équitable les a rendus vulnérables face à une famille qui avait abandonné toute morale humaine au nom du profit. Dans les années qui suivirent la guerre de sécession, alors que le pays tentait de se reconstruire et de faire face au coût humain colossal du conflit, les meurtres de Rosewood Manor servirent de rappel brutal que certaines des pires atrocités de la guerre n'avaient pas été commises par des soldats sur les champs de bataille, mais par des civils ayant exploité le chaos pour dissimuler leurs propres crimes contre l'humanité. Ce mystère nous montre que le mal porte souvent un visage respectable et se cache derrière une façade de respectabilité sociale. Les Chamberlain n'étaient ni des tueurs hystériques, ni des psychopathes délirants. C'étaient des hommes et des femmes méthodiques qui considérèrent le meurtre comme une forme de commerce parmi d'autres. Leurs crimes nous rappellent que la vigilance face à ce mal calculé est le prix même de la civilisation, et que nous ne devons jamais devenir si confiants dans la prospérité et la stabilité sociale que nous en oublions de protéger les plus vulnérables contre ceux qui chercheraient à les exploiter. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que le sort final de la famille Chamberlain relève de la justice, ou aurait-il dû répondre de leurs crimes devant un tribunal? Pensez-vous que d'autres opérations similaires aient existé durant la guerre de sécession sans jamais être découvertes? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce sombre chapitre de l'histoire du Tennessee. Si ce récit vous a marqué et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires de ce genre, abonnez-vous, activez les notifications et partagez avec quelqu'un qui aime les mystères. Jusqu'à la prochaine fois. Souvenez-vous que les monstres les plus terrifiants sont souvent ceux qui ressemblent à des gens ordinaires. À très bientôt dans la prochaine vidéo.